Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je veux d'abord remercier l'Académie des sciences pour m'avoir donné l'occasion de venir parler de mon ami Ida Saint-Elme ici et bien évidemment la Compagnia di San Paolo. Je profite également de cette occasion pour rappeler quand même que cet intérêt pour les voyageurs et les premiers archéologues n'est pas une chose qui a été acceptée tout de suite. Je me souviens mes débuts quand j'étais actif à Carnac, à la fin des années 70, beaucoup de collègues me regardaient un petit peu de haut parce qu'ils disaient « tu perds ton temps à t'occuper de ces choses-là ». Je suis très heureux maintenant de voir que ce domaine de recherche est quand même largement repris par des jeunes très dynamiques. Alors, moi, j'aimerais vous parler de Trovati, bien sûr, bien que je ne suis pas un vrai drovatiste, et de Madame Ida Saint-Elme, où le rendez-vous manquait. Je vous propose de nous rendre, pour commencer, à Paris le 26 juillet 1828. Le ministère des Affaires étrangères français accorde ce jour-là, sans les faire attendre, à Madame Ida Saint-Elme et à son fils adoptif, Léopold, des passeports pour l'Égypte. Qui donc est cette Ida Saint-Elme? Et pourquoi cet empressement? Eh bien, parce que depuis peu, Madame Ida Saint-Elme est célèbre à Paris. Ses 8 volumes de mémoires viennent de paraître et c'est un succès de librairie. Le titre est très prometteur. Les mémoires d'une contemporaine ou souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat et de l'Empire. On s'arrache le livre, l'ouvrage, et le portrait d'Ida Saint-Elme orne les librairies. Car le récit des tribulations de cette femme pendant la Révolution et l'Empire regorge de révélations sur les personnages célèbres, donc c'est très croustillant. Madame Saint-Elme, connue maintenant dans le monde littéraire sous le nom de la contemporaine, n'est pas un personnage banal. Je vais essayer de vous la présenter rapidement. Ida Saint-Elme se nomme en réalité Maria Escelina Versfeld de Jong, une Hollandaise. Un certain mystère flotte autour de son origine. Elle serait née en 1776, comme Trovati d'ailleurs, selon d'autres en 1778. D'après elle, elle serait née à Florence d'une mère hollandaise et d'un père hongrois, mais il est plus probable que son père était simplement un pasteur hollandais et que sa mère était également hollandaise. Donc elle quitte la Hollande après la conquête française à la suite des révolutionnaires militaires. Et nous avons un portrait de cette époque, je ne sais pas s'il est vraiment authentique, qu'on peut trouver. Voilà, Ida jeune. Elle devient la maîtresse de plusieurs officiers supérieurs français, en particulier le général Moreau, qui mourra très jeune. Mais ce dernier est très amoureux de la belle hollandaise et fait exécuter par un sculpteur, le sculpteur Lemotte, un modelage en terre de la jeune femme de 19 ans. Et la fille de pasteur est transformée en odalisque. Voilà le premier portrait d'Ida. Voilà. Alors ce modelage a eu une histoire assez rocambolesque parce qu'il voulait la faire exécuter en marbre et puis entre-temps il découvre qu'Ida, ma foi, n'est pas très avare de ses charmes pour certains de ses collègues dans l'armée, du coup il la répudie. Le sculpteur récupère le moulage, il fait quand même un tirage en marbre qui ensuite est passé dans les possessions de Joséphine Bonaparte. Enfin, c'est une chose assez complexe. Je ne sais pas où est l'original maintenant. Plus tard, elle deviendra la compagne du maréchal Ney, auquel elle est relativement fidèle. Elle suit les marches des armées de Napoléon à travers toute l'Europe. Elle est à Iéna, physiquement présente à Iéna, et même elle a vécu le passage de la Bérésina, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Bref, elle le dit elle-même, je la cite, « Vous aurez beau chercher, vous trouverez difficilement une existence comparable à la mienne. » Donc on imagine qu'en 1827-28, Ida a de quoi alimenter ses mémoires. L'œuvre à peine parue est considérée comme scandaleuse, amorale, voire apocryphe. On l'accuse même de ne pas l'avoir écrit. Même Talleyrand s'en plaint. Et c'est le début d'une malédiction qui s'attache aux écrits d'Ida Saint-Elme, malédiction qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Les dictionnaires biographiques du XIXe siècle la conspuent. Le premier dictionnaire en 1847
paru tout de suite après, enfin peu de temps après sa mort, dit beaucoup de mal d'elle, et son récit de voyage, paru en 1831, n'a pas connu un meilleur sort. Jean-Marie Carré, que vous connaissez tous, avec son livre sur les voyageurs et écrivains en Égypte, lui consacre une courte note assassine, la traitant de médiocre femme. Son livre, dit-il, est un tissu de fables et de potins, c'est un fatras de médisance et n'appartient pas à la littérature. Et voilà, ça a fonctionné. Les égyptologues ne se sont pas intéressés à Ida Saint-Elme. Moi-même, je dois un peu battre ma couple, parce que quand j'ai écrit mon ouvrage sur les voyageurs à Karnak, je ne la cite pas. Je ne la connaissais pas, à vrai dire. Mais je crois que je ne l'aurais pas citée, puisque j'ai pu trouver chez un bouquiniste les 6 volumes. Et quand j'ai vu ce qu'elle dit sur les antiquités, je l'ai mis dans le haut de ma bibliothèque jusqu'il y a 2 ans. Ou pour me chercher une lecture un peu distrayante, vous voyez, ça c'est les avantages de l'âge, j'ai redécouvert Ida. Je signale quand même un court article très intéressant, court mais intéressant, d'Adeline Batz dans Égypte, Afrique et Orient, 69, paru en mai 2013. Donc vous voyez, on est dans des choses assez récentes. Il faut aussi ajouter que Ida n'a pas écrit que ces 2 mémoires, ce qui fait déjà plus de 5000 pages, mais elle a écrit beaucoup d'autres ouvrages, en particulier Mes dernières indiscrétions en 1834, Mille et une causeries en 1833, et dans ces textes, on trouve des allusions à l'Égypte. En particulier, dans les indiscrétions, il y a un texte sur l'obélisque de Luxor qui devait être édifié à la Concorde et qui attendait d'être dressé. Et elle revendique l'appartenance de cet obélisque à Charles X et non pas Louis-Philippe. C'est amusant parce qu'elle était contre les Bourbons, elle est roi, et là, elle va les défendre. Mais enfin, elle n'est pas une contradiction. Revenons à l'accusation d'écrivains apocryphes. Peut-être que pour les mémoires révolutionnaires, elle a 20 ans après un peu arrangé. Peut-être même que son éditeur, l'avocat, il s'appelait l'Advocat, a peut-être donné un nègre ou une aide, ça c'est possible. Mais son récit égyptien sort entièrement de sa plume, ça j'en suis absolument sûr. Alors évidemment, Ida travaille finalement à la pièce, donc elle rajoute des récits. Au milieu d'un récit en Égypte, elle raconte une histoire rocambolesque qui se passerait en Auvergne ou des choses comme ça. Donc tout n'est pas utilisé, mais les souvenirs égyptiens sont excellents. Alors, son éditeur décide de l'exploiter, cette mine en or, hein, c'est comme Christian Jacques, hein, ça fait vendre, et donc il veut la remettre au travail. Or, Ida s'ennuie. Cette dame de 50 ans, voilà le portrait qu'elle avait à l'époque, cette dame de 50 ans qui a bourlingué à travers les champs de bataille de l'Europe et accessoirement dans les lits des hauts personnages, portée au devant de la scène littéraire, ne tient plus en place. Et dans l'introduction de son édition parisienne de la contemporaine en Égypte, elle donne une description du décor de vie étriqué d'une bourgeoise parisienne, bon chic, bon genre, en 1830. Cette page est une pièce d'anthologie. Le rythme des phrases, c'est formidable. Je vous lis un petit extrait. Il faut l'imaginer. Le jour est faible, les rideaux sont verts, l'air est embaumé, le parquet est ciré, les tapis sont tendus, le serin chante et boit dans le cristal, le piano est ouvert. Là, que de choses, Ida étouffe, que de choses dont je n'ai pas besoin. Non, elle refuse cette vie. Mieux vaut le soleil, la pluie que ce boudoir où je suis mal à l'aise, car moi, alors c'est phrase extraordinaire, je ne suis pas une femme. Je suis un intrépide voyageur, en autre l'usage du masculin. Je partis donc, continua-t-elle, un bâton à la main, et pour commencer, je vis l'Égypte. Enfin, qu'on ne s'y trompe pas, ce ne sont pas les antiquités qui l'attirent. Les antiquaires, dit-elle, espèces de papillons dans les ruines, les effleurant à peine, se posant tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Elle écrit bien quand même, Ida. Et c'est dommage que Jean-Marie Carré dit qu'elle n'a aucun talent littéraire. Non, on n'aime pas les antiquaires. Même pas Champollion. Même pas Champollion. Voilà donc l'aspect qu'elle avait quand elle est partie en Égypte, en 28, selon des gravures dans ses éditions. Et donc elle arrive pour les antiquaires que j'évoque par cette image. Quant à Champollion, voilà. À Karnak, je cite, le vieil arabe qui nous montrait les monuments montra un trou fort noir en disant c'est là où Champollion avait demeuré, c'est le temple d'Opet. Et elle se gauze du grand savant. Quelle passion désordonnée il faut pour les recherches hiéroglyphiques pour se confiner dans ce sale trou où ont habité de misérables fellahs.
Mais si elle éprouve de l'antipathie pour les trafiquants et destructeurs de monuments, nous verrons tout à l'heure que ces railleries à propos des savants sont beaucoup plus qu'une posture, qu'une position de fond. Vous allez voir que nous allons avoir de quoi réhabiliter Ida. Elle avoue au début de son livre: pour les têtes organisées comme la mienne, l'anecdote est une nécessité. Nous y voici donc. Elle ne veut pas faire un récit archéologique, elle ne veut pas faire non plus un récit historique, elle veut des anecdotes. Voilà la page de garde de son ouvrage. Mais au-delà de l'anecdote, ce texte est une richesse rare. C'est une galerie de portraits extraordinaires. Je prépare d'ailleurs un index pour son ouvrage, de son ouvrage, on pourra tous les repérer. L'évidente partialité d'Ida Saint-Elme est largement compensée par son sens de la formule, son talent de conteuse et surtout ses qualités d'observatrice. Grâce à elle, nous approchons de la réalité matérielle de la vie en Égypte, dans ce milieu très particulier, je dirais des expatriés au service de Mehemet Ali. Ce Mehemet Ali que d'ailleurs elle apprécie beaucoup et chez qui elle était reçue. Nous respirons l'ambiance même de ce pays en voie de reconstruction et celle de la faune très particulière des Européens attirés par la curiosité, l'ambition ou le lucre. Certains sont d'honnêtes artisans ou savants, d'autres sont des escrocs, et Ida les dénonce car elle n'épargne personne. Parfois elle est injuste, c'est vrai. Mais souvent le recoupement avec des documents connus permet de redonner un peu de chair autour des portraits académiques. Elle déteste le docteur Pariset, d'ailleurs elle n'en dit que du mal, elle se moque de la longueur de ses pantalons, elle se moque de la coupe de sa veste, elle se moque aussi de ces étrangers qui se déguisent en arabe. Alors dit-elle que le costume européen est tellement apprécié, ce qui n'empêche pas elle de se déguiser en homme. Donc de temps en temps elle se promène en homme. Alors bon, vous voyez un petit peu le personnage. Eh bien, elle se moque de Pariset, de son ton grandiloquent. Et c'est vrai, quand j'ai vu dans l'ouvrage de Madame Guichard, quand j'ai vu le ton même de Pariset, ça recoupe tout à fait ce que dit Ida. Elle donne son avis sur les affaires politiques et ses remarques ne manquent pas de finesse. Elle est franchement bonapartiste, elle est à la recherche des reliques de son héros en Égypte. Donc partout où elle cherche les ambiances bonapartistes. Elle apprécie beaucoup Mehemet Ali. Voilà donc un dessin. Malheureusement, elle n'a pas fait d'illustration. Un dessin ancien du palais. Et si elle avoue avoir cédé au philhellénisme de l'époque, elle reconnaît la sagesse du gouvernement turc du vice-roi tout en soulignant les défauts. Donc, vous voyez, elle est quand même en nuance. De temps en temps, elle dit des horreurs. Ben, il faut passer la page suivante. Quand on analyse, on s'aperçoit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui avait beaucoup de bonté. Elle revendique son extravagance. Voilà ce qu'elle écrit, il faut quand même le faire. Il m'arrive quelquefois de ne pas savoir ce que je dis. Et peut-être mes lecteurs s'en sont-ils aperçus plus d'une fois, ça c'est vrai. Et de là, toutes mes incartades et toutes mes bizarreries spontanées. Voilà, vous prenez ça et vous en faites ce que vous voulez. Alors, elle est vraiment franche. Alors, je n'imagine pas du tout un apocryphe. Tout en étant sensible aux autres, elle revendique un narcissisme militant. Avec son sens de la formule, elle ose déclarer: l'excès même de la louange me paraît sans exagération quand j'en suis l'objet. D'ailleurs, elle me fait penser par certains côtés à nos stars. Dès qu'elle arrive dans un lieu, une ville, elle fait annoncer partout que la contemporaine est là. Mais elle ne recevra personne. Elle ne veut pas être dérangée, à moins d'une introduction spéciale. En revanche, quand elle passe à Aix-en-Provence, elle est très heureuse qu'on la reconnaît et que ses portraits sont vendus dans les boutiques de la ville. Parce qu'il faut dire qu'entre le départ de Paris et le départ en Égypte, elle traîne plus d'une année en Provence en attendant l'argent de l'éditeur. Mais, là nous revenons un petit peu aux choses de Drouetti, comment cette idée d'un voyage en Égypte lui est apparue? L'introduction de sa relation écrite à son retour est discrète à ce sujet. Or, je viens de découvrir, il y a quelques mois, je viens de découvrir un document nouveau qui nous révèle que ce voyage vient d'une proposition. En effet, a été mis en vente à Paris le 9 décembre 2013 un manuscrit d'Ida Saint-Elme daté de mai 1828, donc bien avant son départ en Égypte, puisqu'elle partira donc en juillet 29. Ce texte
est le chapitre d'introduction de son futur récit de voyage. Vous voyez, elle dit « je vais faire un voyage ». Ah oui, je fais un voyage. Hop, j'écris déjà l'introduction. Et dans cette introduction, nous apprenons que elle a répondu à une proposition. Je la cite. « Lorsque peu après la publication de mes mémoires, donc les fameuses mémoires sur l'Empire, j'annonçais mon départ pour les pays des pyramides, je désire prouver que du moins ce voyage ne fut pas un projet, une folie nouvelle. » Donc on avait un peu l'habitude de lui attribuer des projets un peu comme ça, curieux, mais l'acceptation de propositions qui auraient pu donner l'envie du voyage à des gens de goût plus sédentaires que moi et beaucoup plus raisonnables. Mais qui lui a fait cette proposition? De quelle nature est-elle? Son éditeur, sans doute. Mais la tiédeur financière de ce dernier pendant la première année du voyage aux pyramides, piétine donc en Provence pendant plus d'1 an, permet de douter de son engagement. D'ailleurs, elle hésite et envisage même de confier la publication de son voyage, qui n'ira pas jusqu'en Égypte, à des éditeurs provençaux. Or, nous savons que de mai 1827 à janvier 1828, Drovetti était en France. Pour l'affaire de Morée, comme tout le monde sait, aurait-il eu un contact soit direct, soit indirect avec Ida Saint-Elme et lui aurait-il suggéré ce voyage? Nous avons un deuxième indice qui confirme cette hypothèse. S'attardant dans le Midi, elle écrit à Rossetti, consul d'Autriche et de Russie en Égypte. Mais elle est déçue de la réponse de Rossetti. Je la cite. Sa réponse cadrait mal avec tout le zèle qu'il avait mis pour me déterminer à accepter les propositions de son ami Drovetti. Donc, je pense qu'on peut penser maintenant que c'était Drovetti qui lui a proposé d'aller en Égypte à la suite des savants de la description. Il y a donc eu un projet de Drovetti pour faire venir la contemporaine, parce que la contemporaine avait vraiment une aura dans toute l'Europe. Ses mémoires ont été publiées l'année même à Stuttgart, en français. Et peut-être profiter de sa célébrité pour les causes qu'il défendait. Je ne sais pas. Ces incertitudes, en tout cas pour Ida, la poussent à presser vivement l'impression de mon ouvrage, et j'espérais en tirer des bénéfices qui me permettraient de faire mon voyage projeté au pays des pyramides, quand même M. Drovetti ne tiendra pas ses engagements. On peut penser que ces engagements étaient d'ordre financier, car peu avant son départ de Toulon, elle écrit « Comme il avait plu à M. Drovetti de se renfermer dignement dans un silence fort indigne, et qu'elle était résolue de partir à tout prix, il a bien fallu se procurer des fonds. Elle y parvient avec des éditeurs locaux. Bref, la collaboration avec Drovetti commence mal. Enfin, le 7 juin 1827, Ida et son Léopold s'embarquent à Toulon sur le brick, le Tyrien, en direction d'Alexandrie. Cette partie du récit, qui n'a rien d'égyptologique, est aussi divertissante que passionnante, parce que Ida donne la copie du contrat passé, le récit de toutes les discussions avec le capitaine, décrit le bateau, leur petit espace privé, le rouf, la disposition du mobilier, les quelques autres passagers. Elle se moque en particulier d'un touriste parisien que nous croyons reconnaître tant il n'a pas d'âge, il est hors du temps. Je la cite. « Il y avait à bord un des jeunes gens les plus nuls du monde, écrit nul, hein, les plus nuls du monde, pétri de prétentions de ridicule. Il portait des capotes imperméables et des casquettes imperméables. Il était muni d'une ceinture nautique qu'il ne savait pas comment attacher. » C'est extraordinaire, on pourra faire un film. Elle conclut « Il m'ennuyait à mourir ». Voilà, elle est entourée de gens qui l'agacent finalement. Elle nous confie aussi ses états d'âme par rapport au jeune Léopold. Dans Wikipédia, vous tapez Ida Saint-Elme, on présente Léopold étant son jeune amant, qu'elle présente comme son fils adoptif. Oui, mais on dit que, mais non, bien sûr, encore que. Enfin, elle réussit pendant une page à ne rien dire tout en disant tout. C'est vraiment un grand talent. Mais Léopold, lui, il a le mal de mer. Il préfère rester couché. Quand il va mieux, il joue au domino, il n'écoute pas ce que raconte sa belle Ida. Ida est furieuse et vexée. Elle dit « Je résistais avec grand-peine à l'envie de bouder, car bouder n'embellit pas le visage d'une femme de 50 ans. » Voilà, toute Ida est là. Enfin, ils approchent d'Alexandrie. La côte apparaît, c'est le 20 juin. Et nous vîmes manœuvrer et passer près de nous une frégate. C'était l'Actéon. Et ils apprirent, en accostant Alexandrie, que cette frégate ramenait évidemment Bernardino Drovetti en France. Le rendez-vous était manqué. Pendant toute la suite du voyage, Ida retrouve les traces de Drovetti. Elle ne lui pardonne pas de l'avoir oublié. Elle est très déçue par le palais de France.
M. Rossetti lui avait décrit ce palais comme un palais des mille et une nuits. Alors, ça me fait penser qu'ils s'étaient vus en France quand même. Hein. On ne sait pas très bien pourquoi. Cela, un palais. Alors, je n'ai pas trouvé des photos du palais, mais les photos du palais après les bombardements anglais. Voilà. Non, ce palais lui fait aucun effet. Elle dit « Cela ressemble à un entrepôt, à une réunion de magasins, haut d'un escalier dont les marches sont loin d'être en marbre et dont la rampe n'est pas en porphyre. » On voit toujours ce qui n'est pas. Nous nous trouvâmes sur une vilaine galerie où du linge étendu, des groupes d'enfants annonçaient plusieurs locataires. Vous voyez, on a quand même des scènes de cinéma dans ces textes. Et je ne pense pas qu'on lui a donné le même appartement qu'à Champollion, à moins que Champollion soit très hypocrite, parce qu'elle continue. Nous entrâmes par une mesquine porte de dégagement dans des pièces à moitié démeublées, puis dans une grande salle tapissée de véritables papiers peints d'estaminets ou de marchands de vin. Le vice-consul Clérambault les reçoit, mais point de lettre de Drovetti pour elle. Il explique les raisons du départ très précipité de Drovetti à la suite de l'affaire Acerbi, qui est une affaire assez compliquée. Elle en donne un aperçu. Alors, elle n'est pas toujours sûre des renseignements qu'elle donne, mais elle n'invente pas. Acerbi est un consul d'Autriche et il est acharné, d'après Ida, contre la France. Et Drovetti, d'après Ida, n'a pas assez défendu la France. Et elle continue par solidarité piémontaise. Il laissa faire, ne voulant trancher, préféra s'enfuir. Parce que Drovetti est très complice avec Acerbi, puisque tous les deux collectionnent des antiquités, que tout le monde sait. Alors, elle est très vexée et déçue, une femme vexée, surtout de la trempe d'Ida Saint-El, mais redoutable. Elle devient franchement obéissante, sinon méchante. Je la cite, « Je n'y voyais que le tort du gouvernement français de prendre un Piémontais comme agent pour défendre les intérêts de la France. » Et elle dit, après tout, elle le qualifie d'avocat peu aisé à Alexandrie et en Piémont. Là, elle est quand même très injuste. Ah, quel mauvais français naturalisé que ce Drovetti pour Ida, égérie de la gloire de l'Empire. D'ailleurs, plus loin, elle dépasse les bornes en accusant insidieusement Drovetti de couvrir le trafic d'esclaves. Alors je me dis quand même quel dommage que Drovetti et Ida ne se soient pas rencontrés sur place. Ces deux caractères se seraient rencontrés pour le meilleur ou le pire. Il est vrai que la défection de Drovetti la place dans une situation financière extrêmement délicate. C'est M. Anastasie qui la tire d'affaire. Elle est introduite chez des personnages importants d'Égypte, auprès du vice-roi, et en particulier auprès de Ousmane Bey, major général de l'armée égyptienne, où elle se présente habillée en homme, ce qui ne l'arrange pas beaucoup. Et elle est flattée que ce prince musulman possède son portrait. Le ressentiment d'Ida contre Drovetti se calme petit à petit grâce au neveu du consul, Bernard. Oui, je vais aller plus rapidement. Et donc, elle lui propose de l'accompagner au Caire. Là, elle rencontre Soliman Bacha, qui lui procure une dahabieh, et c'est l'expédition sur le Nil, où elle nous fait des récits tout à fait passionnants. Entre-temps, elle va à Smyrne, elle se fait dévaliser par les brigands. Ça aussi, c'est extraordinaire, parce qu'on voit vraiment les conditions de voyage en Orient à cette époque-là. Enfin, son récit de voyage en mars, en avril de Haute-Égypte est passionnant, pas tellement pour les descriptions de monuments, mais pour des remarques sur la vie dans ce pays. Là, on voit aussi son caractère. Elle est assez farouche, elle ne veut pas voyager avec d'autres collègues. Et quand Léopold ose lui parler d'hiéroglyphes, de sarcophages et d'antiquaillerie, elle se fâche, le rabroue violemment et dit « je l'aurais battu ». Il ne faut pas s'arrêter à ces mouvements d'humeur qui sont déroutants. Et j'aimerais terminer sur deux aspects d'Ida qui sont absolument formidables. Le premier, à Thèbes, elle devient visionnaire. Elle est agacée par toutes ces fouilles clandestines et elle nous dit, assise sur un bras d'un colosse, d'ailleurs, on va mettre voilà les personnages qui accompagnent. Bon, ça, c'est des photos plus récentes. Champollion. Et donc, elle est très agacée par les inscriptions sur les monuments. Je faisais un plan que je voulais soumettre au vice-roi. D'abord, il faut, dit-elle, conforter l'interdiction de faire des fouilles.
et ensuite imposer, je cite, un règlement pour empêcher la dilapidation de ce qui est au-dessus de la terre, depuis Carnac jusqu'à terre. Je formais, alors ça y est, elle rêve, 4 villages de 200 maisons au plus, maisons en planche, elle n'aime pas la brique crue. Chaque maison a 2 pièces. Chacune de ces maisons, attendez, voilà, à 2 pièces. Voilà, chacune de ces maisons aura un petit potager, tout doit rester propre et entretenu et vérifié. Le voile sera interdit pour les femmes, chaque village aura un gardien, ayant sous ses ordres 6 guides dont il répondrait pour montrer les ruines, et tout étranger pourrait errer librement, mais sans séjourner ni faire du feu, sans pouvoir emporter ni briser la moindre chose, et surtout j'imposais une double amende pour celui qui écrirait une seule lettre sur les monuments. Donc, elle est contre les graffites. Donc, elle organise finalement le service des antiquités. Il faudra, donc, ces personnes, ça fait quand même 800 familles, hein, et ces 800 familles vont travailler à déblayer les monuments qu'il faudra faire exécuter. Ensuite, elle suggère au vice-roi qu'au lieu d'acheter de coûteuses et inutiles machines à vapeur, elle fera venir des pelles et des pioches et engagera, alors cela, ça devient délirant, une centaine de bons paysans français à qui il manque du pain en Europe. Donc, elle fait venir des Européens pour dégager les monuments. Je fréterai un bâtiment, donc il y aura un bâtiment archéologique qui viendrait, et je les installerai sur les lieux. Elle s'occupera elle-même de ces braves gens. Léopold, lui, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend, surveillera les travaux d'éblaiement. Elle, la contemporaine, assurera le retour des Européens qui ne désirent pas rester, récompenserait ceux qui auraient rempli leur devoir. Ainsi, conclut-elle, ces hommes auraient contribué à faire bénir le nom français sur les rives lointaines où retentissaient autrefois nos cris de victoire. Donc, c'est un service des antiquités, une colonie archéologique. Ça, c'est quand même une chose de... Donc, ça montre quand même ça, son intelligence. Enfin, j'ai eu la surprise de découvrir sous sa plume. Elle était claustrophobe, Ida, elle a visité certainement très peu de tombes. J'ai découvert sous sa plume une mention de la célèbre tombe 33. Dans un élan lyrique au moment de quitter l'Égypte, elle est déjà sur le bateau, Alexandrie. Elle dit « Oui, je ne suis pas archéologue, donc je peux me dispenser de me poser des questions sur les grands problèmes de l'Antiquité, le revêtement des pyramides, l'origine des obélisques, et, dit-elle, me tourmenter pour faire déchiffrer les papyrus qui contient les phases du règne de celui des sacerdotes qui fait creuser à El Assassif l'immense excavation dont le nom est le sujet de bien d'anciennes discussions non encore résolues. Excavation qu'aujourd'hui on désigne aux voyageurs sous le nom de la Grande Sphinge. Donc c'est notre grande Syringe. Donc c'est notre tombe de Padiaménopée. Et elle fait même allusion en disant, à propos de cette tombe, j'ai connu en Égypte un savant persan installé à Luxor pour former les armées mamelouks qui a visité la tombe et a pris des notes. Donc, vous voyez, au fond, elle respecte profondément les vestiges et elle est peut-être plus, comment dirais-je, plus proche d'une idée moderne que bien des voyageurs classiques. Voilà donc son dernier portrait. Je plaide donc pour une réhabilitation d'Ida Saint-Elme. Je plaide pour une longue vie à son œuvre, car en exergue d'une de ses indiscrétions, comme elle dit, elle nous apprend. Il n'y a de raisonnable que les passions, elles font vivre double. Je vous remercie.